Bonsoir. Vous allez bien? Il y en a qui me prennent des notes. Ça devient n'importe quoi ces soirées. Du coup, tu caches ta feuille aussi. D'accord, d'accord. J'espère que vous êtes en pleine forme, en tout cas prêts à passer une bonne petite soirée. Il y a toujours des gens qui viennent pour la première fois au cabinet public et puis d'autres qui connaissent, voire même des gens qui pratiquent l'hypnose. Mais du coup, je prends toujours quelques minutes aussi pour parler un petit peu de manière générale de l'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas vraiment cette pratique-là. En même temps, ce que je remarque depuis quelques temps, c'est que les personnes qui s'intéressent à l'hypnose commencent à avoir une image de plus en plus précise de ce que c'est vraiment. Il y a moins besoin de rassurer qu'avant, par exemple. Ça peut peut-être vous faire rire, mais il y a quelques années, quand on a commencé les cabinets publics comme ça, quand j'arrivais, il y a des gens qui ne voulaient même pas me regarder dans les yeux. Et je me disais, bon, il y a du boulot quand même avant qu'on puisse vraiment parler d'hypnose. Ça va mieux. Voire même, il y a des gens qui ne se mettaient pas au premier rang. Maintenant, il y en a même qui viennent en prenant des notes au premier rang. Moi, je suis sourde, c'est différent de l'oreille. D'accord. Je vais parler que d'un côté, alors. Je n'entends que de l'oreille gauche. D'accord. Mais c'est bien parce que pour l'hypnose, ça ne met que la moitié du corps en hypnose, du coup, si on fait une séance. Donc oui, il y a quand même beaucoup moins besoin de démystifier, de rassurer. La plupart des gens savent maintenant que l'hypnose est un état qui est quand même tout à fait naturel. Et justement, ce soir, j'avais envie de parler de ce qu'on pourrait appeler l'entraînement à l'hypnose. Parce que vous savez, pendant très longtemps, on a cru qu'il y avait des gens hypnotisables ou pas hypnotisables. Au siècle dernier, et puis même un peu plus loin encore, on pensait qu'en fait, il y avait des gens doués pour hypnotiser et des gens doués pour être hypnotisés. Il fallait que les deux se rencontrent, évidemment, pour que ça marche. Si on pensait qu'il y avait un don, évidemment, tout le monde ne pouvait pas être hypnotiseur. Il fallait avoir peut-être des grands yeux ou quelque chose comme ça. Ou une voix très grave. Ou, je ne sais pas quelles étaient les caractéristiques qui étaient données. Souvent, quand on lit des textes de cette époque-là, les gens parlent d'une sorte de force mentale, etc. Parce qu'on pensait, à tort évidemment, que l'hypnotiseur allait forcer quelque chose chez l'hypnotisé. Un peu comme s'il fallait, je ne sais pas moi, dépasser peut-être une sorte de résistance ou quelque chose comme ça. Donc à une époque, on a pensé que c'était comme ça. Heureusement, on s'est rendu compte de plus en plus que ce n'était pas tout à fait comme ça, que tout le monde était hypnotisable, qu'à la limite ne pas l'être serait plutôt de l'ordre de la pathologie qu'autre chose, c'est-à-dire qu'il manquerait une sorte de fonctionnement quand même assez normal. Et que tout le monde évidemment peut hypnotiser, puisque l'hypnose ne se passe pas dans l'hypnotiseur, l'hypnose se passe dans celui qui se prête à l'expérience. C'est-à-dire que si l'hypnotiseur maîtrise bien des outils, qui sont des outils qui peuvent s'apprendre, qui peuvent se transmettre, qui peuvent se communiquer, qui sont très logiques et pleins de bon sens, tout le monde évidemment peut hypnotiser. Après évidemment, même quand on a commencé à s'apercevoir de ça, on a remarqué que tout le monde ne rentrait pas sous hypnose de la même façon. Il y a des gens pour qui c'est quelque chose qui est extrêmement simple, qui arrivent très très facilement à vivre cet état-là. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps pour y arriver. Alors vous pourriez me dire, mais c'est un peu comme tout en fait, il y a des gens qui rentrent très facilement dans la musique par exemple, et d'autres pour qui c'est un peu plus compliqué. Il y a des personnes qui peuvent regarder tout de suite un tableau sans avoir aucune culture de l'art et tout de suite vivre quelque chose qui est assez exceptionnel, et puis d'autres pour qui ça demande peut-être un petit peu plus de connaissances, travailler un peu la sensibilité. Il y a des gens qui savent, je ne sais pas moi, goûter un bon vin et tout de suite sentir les arômes, et d'autres qui vont devoir passer pas mal de temps avant de pouvoir reconnaître les subtilités. Donc je pense qu'on a tous des aptitudes quelquefois plus simples et plus accessibles que pour d'autres. Mais comme pendant longtemps on a pensé que c'était on ou off, on pouvait ou on ne pouvait pas, la notion d'entraînement à l'hypnose est apparue très tardivement. Peut-être que certains ont vu ça il n'y a pas très longtemps. On avait fait une conférence en ligne avec un neuroscientifique, Mathieu Landry, qui travaille sur les neurosciences de l'hypnose au Québec. Et on évoquait un petit peu cette notion d'entraînement à la transe. C'est quelque chose qui commence à se diffuser. Ça veut dire qu'une personne, quelle que soit sa connaissance de l'hypnose, et même si elle n'en a aucune, on pourrait très bien lui apprendre différentes façons de ressentir l'état d'hypnose. On pourrait lui apprendre à aller dans cet état-là, à en revenir, et un peu comme une gymnastique, à chaque fois y aller un peu plus facilement et un peu plus profondément, et à revenir avec plus d'aisance, et peut-être une sorte de contrôle aussi pour garder les rênes de ce qui est en train de se passer. Ce qui fait qu'à peu près n'importe qui, s'il prend ce temps-là, même si au début, ça peut prendre un peu plus de temps pour certains, peut arriver à un état qui peut être extrêmement profond. Dans les idées reçues aussi sur l'hypnose, ça va un petit peu avec ça. Pendant longtemps, on a pensé qu'il y avait un état d'hypnose. Vous savez, un petit peu comme s'il y avait un état normal et puis un état modifié de conscience. Alors c'est pareil, on est un petit peu revenu. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il y ait d'état normal. Vous croyez dans votre état normal? Ça ne voudrait pas dire grand-chose en fait.
est-ce qu'on est normal? On est différent d'un instant à l'autre et d'une situation à l'autre, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Je pense que la plupart des gens pourraient dire oui, j'ai un état normal parce que je sais très bien qui je suis un jour et je sais bien qui je suis l'autre jour, et peut-être que dans le rêve c'est un peu différent et peut-être que dans la rêverie aussi, mais entre les deux c'est un état qui me paraît plus ou moins cohérent. Mais en même temps, même ce qu'on appelle un état normal va être quelquefois traversé par plein de petites choses qui nous changent, qui nous transforment. Une émotion par exemple. Si on a une émotion, on vit un bon moment, on n'est pas tout à fait le même, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas les mêmes associations d'idées. Si on est fatigué, c'est encore un peu différent. Donc on n'a pas vraiment un état normal défini, on a un état qui est plus ou moins connu, et puis qui peut bouger un petit peu en permanence. Et puis donc on pensait avant qu'il y avait un état modifié qu'on appelle l'hypnose. Mais peut-être pour présenter ça un peu différemment et de manière plus juste, on pourrait dire qu'on a un peu une zone connue, une zone dans laquelle on arrive à se repérer parce qu'on a des points de repère justement dans cette zone-là. Et c'est ça qu'on va plus ou moins appeler notre état normal. Quand je suis dans cette zone-là, je crois être à peu près moi-même. Moi-même, ça veut dire que j'arrive à m'identifier à ce que je vis, à ce que je dis, à ce que je fais et à ce que je pense. Puis, vous le savez tous, parfois, on n'est pas tout à fait nous-mêmes. Il y a même des expressions pour dire ça. Les gens disent « je suis hors de moi » par exemple. Alors ça, c'est souvent la colère, mais il y a d'autres sentiments qui nous amènent un peu à être hors de nous. Il y a des gens qui disent « tiens, je suis un peu à côté de moi-même aujourd'hui » ou on a des expressions pour dire ça. Elles sont intéressantes, ces expressions, parce qu'elles signifient vraiment quelque chose. Elles signifient que quelquefois, on se décale un peu par rapport à notre état ordinaire, par rapport à notre construction habituelle. Puis évidemment, il y a des éléments quelquefois qui favorisent ça. Si par exemple, on vous raconte une très belle histoire, si cette histoire vous intéresse, si vous plongez dans cette histoire, si vous rentrez dans ce récit, à un moment donné, vous n'allez plus seulement vivre ce qui se passe là dans l'instant, mais vous allez vivre ce qui se passe dans l'histoire. Quelque chose qui est faux, qui n'est que du récit, finit par interférer avec votre réalité. Et je pense qu'on a tous vécu ça des centaines de fois, que ce soit au cinéma, en lisant un livre, en écoutant quelqu'un parler. Il y a peut-être des gens en ce moment à qui ça fait ça avec des discours politiques, je ne sais pas. Peut-être. Mais en tout cas, si l'histoire nous touche, elle nous active, elle nous fait vivre quelque chose et on s'invente, apparemment, à ce moment-là, une identité un peu différente. Parfois, c'est ce qui se passe au cinéma quand on s'associe à un personnage. Là, on n'est plus nous-mêmes. On est le personnage qui nous est proposé. Ce personnage, quelque part, c'est une suggestion. Une suggestion visuelle, évidemment, si c'est du cinéma, mais pas forcément si c'est de la littérature. Mais c'est une suggestion avant tout de couleur émotionnelle, c'est une suggestion d'intensité, c'est une suggestion de présence. Et on va s'identifier. Vous savez, par exemple, si un personnage est triste, on risque d'être triste par empathie si on s'est identifié. Pourtant, on sait que c'est faux. On sait que ce n'est qu'un personnage. Dans le cadre du cinéma, on sait que c'est un acteur qui a fait 15 fois la prise, qui a pris son texte à la virgule près. Que si on pouvait dézoomer légèrement, on verrait 15 caméras autour, 50 personnes qui s'occupent de tous les éléments techniques. Ça nous ferait beaucoup moins rêver du reste. Si on voyait tout ça, on aurait beaucoup plus de mal à s'identifier. Mais un certain cadrage de cette réalité nous permet de rentrer dedans. Et là, on sort de notre état ordinaire. On vit autre chose. Eh bien, l'hypnose, c'est le prolongement de ça. L'hypnose commence quand on va un peu plus loin que ça. C'est-à-dire quand on n'est pas seulement en train d'être absorbé par quelque chose, mais quand on sort tellement de nous-mêmes et qu'on va tellement dans ce vers quoi on est absorbé, qu'on en oublie pendant quelques instants, avec plus ou moins de force, la réalité ordinaire. Alors, vous pourriez me dire, ça m'arrive quelquefois quand c'est un très bon film, par exemple, ça peut faire ça, c'est vrai. C'est peut-être même ça qu'on va appeler un très bon film, c'est un film qui nous a hypnotisés. C'est-à-dire qu'un mauvais film, c'est un film où on était assis sur le siège, puis on trouvait que c'était pas très confortable, et puis on s'est posé plein de questions, puis le voisin, un bruyant à côté, qui respirait un peu fort ou qui mangeait des pop-corn, nous a un peu gênés. Ça, c'est un mauvais film. Par contre, le bon film, on oublie le temps, on oublie qui on est, on se désidentifie du présent, et on va commencer à vivre autre chose. Et justement, ce qui fait la différence entre le bon film et le mauvais film, on sait très bien que c'est subjectif, notre voisin peut vivre un super film et nous pas du tout, c'est que ça va nous toucher personnellement. Alors si on pouvait résumer ça, on pourrait dire que l'hypnose commence quand on arrive à toucher personnellement quelqu'un et à se servir de ça pour l'amener loin de lui-même. Peut-être qu'on pourrait résumer l'hypnose par ça. On va rentrer dans le monde de quelqu'un, trouver une résonance avec une personne, et une fois qu'on a créé cette connexion, on va se servir de cette connexion pour l'entraîner de plus en plus loin de ce que cette personne est d'habitude. Puis pour terminer cette présentation, on pourrait se demander, mais pourquoi on ferait un truc pareil? Quelle drôle d'idée à la base d'amener les gens dans un autre état de conscience, non? Et en même temps, si on prend les exemples que je viens de vous donner là, quand on lit un livre, quand on va au cinéma, quand on écoute de la musique, on trouve ça plutôt agréable. Enfin, je crois. Il me semble en tout cas que la plupart du temps, c'est des choses qui nous plaisent. Et peut-être que ça nous plaît parce que ça nous change d'état de conscience, justement. Peut-être que ça nous plaît parce que ça crée une évasion, que ça ouvre des portes dans notre imagination,
Peut-être que ça nous permet d'aller explorer d'autres parties de nous-mêmes. Peut-être que c'est quelque chose qui plaît à peu près à l'humain dans toutes les civilisations, cette idée d'état de conscience différent. Peut-être que toutes les propositions artistiques sont finalement des manières de proposer un état de conscience un peu différent.